Je me fracture le nez à l'entraînement. Je voulais quand même boxer avec le nez cassé. T'as mon entraîneur qui me dit tu vas monter toute seule sur le ring. Tu vas prendre un coup, tu vas plus savoir où te mettre. Tellement ça va te faire mal. Quand tu deviens deuxième fois maman, il y a eu beaucoup d'avancées, notamment technologiques, pour permettre justement de maximiser l'entraînement pendant la grossesse. Je suis partie voir plusieurs spécialistes qui te disent bah non, tu fais ce que tu veux en fait. C'est pas parce que t'es enceinte que tu peux rien faire, au contraire. Je suis très content de vous annoncer que l'épisode d'aujourd'hui est soutenu par mon musée favori à Paris, la Maison européenne de la photographie. La MEP, c'est une véritable institution de la photographie à Paris qui propose une programmation avec des photographes émergents comme des artistes confirmés. Perso, ça fait plus de 10 ans que je m'y rends et j'ai toujours autant de plaisir à découvrir la librairie avec une sélection de livres qui est incroyable. Je vous encourage à vous rendre sur leurs réseaux sociaux et leur site internet pour découvrir leur programmation. Et en attendant, je vous souhaite un très bon épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Rebond. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Estelle Mosley, qui est championne olympique et championne du monde de boxe. Comment ça va, Estelle ? Ça va très bien, merci. Et toi ? Moi, ça va hyper bien. On va commencer par le début. Tu as commencé le sport par la danse classique. C'est vrai. Comment on se retrouve de passer de la danse à la boxe ? Il y a des étapes intermédiaires quand même. D'accord. C'est vrai que j'ai fait 3 ans de danse classique. Et au départ, tu sais, j'ai commencé le sport très jeune, donc c'est un peu le sport où tes parents te mettent. Et puis après, c'est les sports que tu choisis. Donc derrière, j'ai choisi le patinage artistique, que j'ai beaucoup aimé, cela dit. Patinage, je me serais bien vu une carrière de patineuse artistique. J'ai fait de la natation également. Et puis, j'avais envie de faire un sport de combat, donc j'ai très vite atterri dans la boxe. Pas avec forcément de grandes ambitions, mais juste pour découvrir ce sport. D'où te vient cet amour pour le sport de combat ? J'ai pas du tout d'amour de base pour le sport de combat. C'est vraiment c'est de la découverte pour moi. Je voulais faire, je cherchais quel sport pouvait me plaire. J'aurais même pu tomber dans les sports co, et pourtant j'en ai pas fait parce que c'est vrai que c'était assez tard le soir. Mes parents voulaient pas trop que je fasse du sport trop tard le soir. Donc comme ça, j'ai choisi un sport de combat parce que je n'avais pas eu encore l'occasion d'en pratiquer un. Et est-ce que ça a été difficile pour toi, pour tes parents, de te laisser faire un sport de combat ? Il y a eu 2 étapes. Au départ, mes parents n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Ça veut dire que ma mère, on passe de danse classique à boxe. C'est pas trop ce qu'elle aurait voulu pour moi. Et puis mon papa, il était OK avec ça. Il était même content que je fasse de la boxe. Et au final, très rapidement, ça s'est complètement inversé. Donc on va dire qu'au bout de 1 mois et demi, 2 mois, tu prends le premier coup. En plus, moi, j'étais la seule fille à la salle de boxe. Et là, on m'a dit t'arrêtes la boxe. Carrément. Ah ouais, il m'a dit t'arrêtes la boxe. et finalement, c'est ma mère qui m'a défendue parce qu'elle voulait que je fasse le sport qui me plaisait. Et c'est vrai que ça m'a tout de suite plu. Ce sport m'a tout de suite plu. Et vous aviez déjà des protections ? Comment ça se passe la boxe quand on est petit ? Oui. Alors, quand on est petit, on a des protections. De toute façon, on a des protections, même aujourd'hui. Ouais. Je boxe protégée, il y a des casques, il y a un casque, protège-dents, des gants, les bandages à l'intérieur pour protéger les mains. Mais le visage reste quand même assez exposé. Par contre, quand on commence très jeune, normalement, les coups ne sont pas portés, ne sont pas appuyés. En compétition, en tout cas, ça n'est pas le cas. Ouais, c'est à la touche. C'est à la touche, okay. Exactement. Mais tu sais, en entraînement, un coup est vite venu. Moi, j'ai commencé à 12 ans. Les partenaires d'entraînement que j'avais, ils avaient entre 14, 15, 16 ans. Et c'était des garçons. Donc forcément, il y avait quand même un impact naturel et un risque qui pouvait se présenter. Et je pense que c'est ça que mon père a vu. Il a vu le risque et il a eu peur pour moi. Et donc, du coup, elle a dit attends. Au début, la boxe, c'était cool. Je pensais que c'était une blague. Non, mais finalement, elle continue. Ça devient trop sérieux, là. Et il y avait beaucoup de filles dans ton club ? J'étais la seule. T'étais la seule ? Ouais, j'ai commencé, j'étais la seule fille. Pendant plusieurs années, j'ai été la seule. Pendant bien 2-3 ans. Il y a peut-être une fille à un moment donné qui a été de passage, mais qui n'a pas tenu l'année. Ouais. Mais pendant bien 2-3 ans, j'ai été la seule fille. Et ensuite, les filles ont commencé à venir petit à petit.
Et c'était quand même un climat qui était très masculin. Les mecs, ils étaient comment? Ils étaient bienveillants? Ou bien est-ce qu'ils étaient, je sais pas, est-ce que parfois ils refusaient de combattre sur toi? Franchement, non. C'était vachement bienveillant, mais je pense que ça vient de l'entraîneur. C'est lui qui impose les choses. Et moi, j'avais beaucoup de bienveillance de la part des entraîneurs. À la fois de la protection, parce que finalement, je monte sur le ring avec des personnes qui sont plus grandes, qui sont plus fortes. Donc, on leur disait de faire attention à moi. Et à la fois, dans tous les aspects technico-tactiques de la boxe, on répétait voilà, des enchaînements, là, sans personne en face, sans adversaire. Finalement, j'avais les mêmes entraînements que les autres. Donc, tu vois, j'étais à la fois prise comme les autres et pas prise comme les autres, mais dans le bon sens du terme. Et tout ça faisait que tout le monde suivait et les pratiquants sont là pour suivre ce que le coach fait. Donc, quand il y a de la bienveillance envers les coachs, le reste suit. En 2010, tu intègres l'INSEP très rapidement, à 17 ans. Oui. Du coup, tu étais chez les mineurs. Je n'ai pas intégré l'INSEP directement, j'ai intégré l'équipe de France à 17 ans. Et l'INSEP, j'ai fait un tour pendant 1 an. J'étais majeure, je crois que c'était à 19 ans. Il faut savoir que les filles n'étaient pas à l'INSEP. D'ailleurs, à 17 ans, quand j'intègre l'équipe de France, les filles ne sont pas aux Jeux Olympiques. D'où le fait qu'on n'est pas non plus à l'INSEP. Et j'avais 17 ans, donc j'étais junior 2. Et très rapidement, les choses s'enchaînent. Parce qu'en plus de ça, on a la nouvelle quelques années après, vraiment peut-être 1 ou 2 ans après, que la boxe va rentrer aux Jeux Olympiques de 2012. Et donc, ils ont commencé à ouvrir les portes aux filles à l'INSEP. D'accord. Et c'est comme ça que je suis rentrée sur la deuxième année d'ouverture des filles à l'INSEP. Je suis rentrée sur le pôle, donc en tant que senior. Donc en tant que senior. Et du coup, en tant que senior, tu te projettes sur la qualification pour les Jeux Olympiques de Londres. Oui. Et comment ça se passe? Et ça se passe pas bien. Alors, la qualif de Londres, déjà, c'était les premières qualifications. C'était la première fois qu'on avait les Jeux. Donc, jusqu'à la dernière seconde, tout était hyper flou sur les modalités de qualification. Et j'arrive à un championnat du monde. On nous dit qu'il faut faire quart de finaliste pour être qualifié. J'arrive en quart de finale. Et en fait, il y a tellement d'Européennes en quart de finale. Il y a des quotas selon les continents. Et il y a tellement d'Européennes en quart de finale qu'il fallait dépasser les quarts de finale. Et que parmi celles qui perdaient en quart, il y avait une sélection qui était faite entre différentes athlètes. D'accord. Parce qu'il y a eu beaucoup d'Européennes en quart de finale. Donc j'arrive en quart et je perds en quart. Ok. Je me serais assurée d'une place si je serais partie en demi. Mais il se trouve que je perds en quart et je passe à côté de la qualification. Ils en prennent une autre par rapport à moi, qui a également perdu en quart de finale, mais qui a perdu contre une boxeuse qui est allée jusqu'en finale. Voilà. Ça a été ça. Donc, jusqu'à la dernière seconde, ça a mis beaucoup de temps même pour que ce choix soit fait. Jusqu'à la dernière seconde, on pensait que j'allais faire les Jeux. Et au final, je n'ai pas fait les Jeux. Et ça a été un peu compliqué. Ouais. Et comment tu fais pour te remettre de cette déception? Ça a mis du temps. Je pense que le temps fait les choses. Et encore une fois, beaucoup de bienveillance de la part de mon entraîneur, mais pas seulement, de mon entourage aussi, qui m'ont fait relativiser, qui m'ont permis de me rendre compte que j'étais aussi jeune et que j'avais peut-être pas encore toutes les cartes en main pour me qualifier et qu'il fallait persévérer, continuer. Donc j'ai pris le temps. Hein. Sur le coup, je voulais arrêter. Ah ouais. Tu t'es vraiment posé la question d'arrêter? Oui, parce que moi, finalement, j'étais 17 ans, je rentre en équipe, je passe mon bac S. Après, je rentre en école d'ingénieur. Je me suis dit 2012. Je fais les Jeux Olympiques et en fait, je suis en école d'ingénieur. Après, je gagne les Jeux Olympiques, j'arrête. Après, j'ouvre ma boîte et tout, ça va être super. Pour moi, c'était vraiment... les Jeux, c'était un tremplin par rapport à ce que je préparais en termes de profession. Donc, repartir sur 4 ans, ça veut dire être sportif de haut niveau, être ingénieur, enfin, être en école aussi. C'est un rythme hyper intense. Donc, je ne voyais pas trop comment tout ça allait se faire sur le coup. Et puis, à force de réflexion, je me suis dit, allez, j'y retourne. Justement, parle-moi de ton double projet. Tu as fait des études d'ingénierie, tu t'entraînais tous les jours en bi-quotidien. La boxe, pour vous croiser parfois à l'INSEP, je vois à quel point c'est dur, les régimes. Mais est-ce que tu peux nous décrire une journée type d'entraînement à l'INSEP? Une journée type, j'habitais à Champigny-sur-Marne, j'habite toujours à Champigny d'ailleurs.
mon école était à La Défense. Waouh. Donc, je me réveillais vers 5h30 du matin, Ok. je prenais le RER, je traversais tout l'Île-de-France pour aller à l'école. Je prenais mon sac de sport, j'avais cours toute la journée et après, j'allais directement à l'entraînement. On avait un pôle sportif dans le pôle d'école. Enfin, c'était un pôle universitaire. Il y avait 3 écoles, une école de commerce, une école d'ingénieur pour le coup et une autre école, je ne sais De plus com, exactement peut-être. c'est quoi, peut-être Ouais. communication. Et de temps en temps, je faisais mes séances le matin, là-bas, directement au pôle. Et puis le soir, Ouais. avec mon sac, j'allais à l'entraînement, m'entraîner et puis je rentrais le soir. Ah ouais, Très mais tard. c'est fou. J'avais parce des que- journées de dingue, Bah, c'est clair, parce que pour ceux qui ne viennent pas de Paris, Champigny, La Défense, c'est 45 minutes 45 minutes, c'est dans vraiment le à RER. l'opposé de Paris. C'est à l'opposé total. Ah ouais, j'ai faisais 45 minutes. Alors le soir, quand j'avais le malheur d'avoir des grèves, c'était l'enfer parce que j'arrivais en retard aux entraînements et tout. Enfin bref, c'est vrai que c'était hyper intense, mais sur le coup, je voyais pas vraiment tout ça. Ça a toujours été comme ça en fait. Donc c'est après coup que je me suis dit, aujourd'hui, je sais pas comment je ferais pour faire ça. Ouais. Ce serait impossible, tu vois. Mais quand je le faisais et je ne connaissais pas autre chose. Ah, c'était ton quotidien. C'était mon quotidien. Ouais. Comme je t'ai dit, à 17 ans, je finis le lycée, je suis déjà en équipe de France, je rentre en école d'ingénieur. Donc, ma vie a toujours été comme ça à ce moment-là. Donc, pour le coup, voilà, je faisais ça et j'avais mes objectifs. Et mon école était aussi indulgente à me laisser partir au stage, qu'en entraînement, parce qu'il y avait beaucoup de déplacements en équipe de France. Et quand j'étais en équipe, je travaillais le soir. Entre les entraînements aussi, je travaillais. J'essayais de rattraper au maximum les cours. Et les choses se sont faites. Et finalement, j'ai l'impression que tu as trouvé un bel équilibre entre le sport et les études. Un équilibre qui t'a permis de crever la scène internationale. Tu as eu un titre de vice-championne du monde et vice-championne d'Europe en 2014. Et ce tremplin t'a amené vers les Jeux de Rio 2016. Comment cette fois-ci s'est déroulée la période de qualification pour ces Jeux ? Alors, cette fois-ci, même si je repars pour 4 ans, je me dis, bon, il y a des choses quand même qui se sont mal passées. C'est que peut-être qu'il y a des choses à revoir. Donc, j'ai refait le point sur toute ma préparation et comment je devais aborder chaque objectif. Et pour moi, peut-être le truc qui avait péché, c'est que je faisais trop une focalisation sur les Jeux Olympiques. Ça veut dire qu'être championne d'Europe, championne du monde, ça, c'était pas mon problème. Ah ouais, c'est vrai ? Ah ouais, je voulais juste être championne olympique. Donc, je faisais pas attention à tous ces objectifs préliminaires pour peut-être accéder à ce titre-là. Et pourtant, c'est ce qui nous fait progresser, qui permet de nous jauger sur la scène internationale, peut-être faire les rectifications qu'il faut pour améliorer nos façons de nous entraîner. Et là, je me suis dit, bon, chaque objectif intermédiaire va devenir un objectif. Et on verra les Jeux après. Donc, à chaque fois, voilà, je fais championnat d'Europe, je faisais en sorte d'être championne d'Europe, championnat du monde, il fallait que je sois championne du monde. C'était l'objectif, en tout cas. Bien sûr. Et puis, j'ai eu pas mal de médailles, comme tu l'as dit. J'étais vice-championne du monde. Enfin, j'ai eu des médailles intéressantes, mais je n'avais pas eu l'or encore. Mais quand on prend les objectifs les uns après les autres, on fait le bilan derrière, on se dit, bon, aujourd'hui, j'ai fait ça, comme ça, comme ça, comme ça, mais je suis toujours pas championne du monde. Donc, qu'est-ce qu'il faut changer ? Parce que sinon, je vais pas être championne olympique. C'est encore plus dur d'être championne olympique. Et là, j'ai pris des décisions sportives. J'ai peut-être mis un peu de côté mon entraîneur, qui était mon entraîneur depuis toujours. Je suis vraiment rentrée dans un conditionnement équipe de France avec un entraîneur qui était celui de Mariano, qui était celui des garçons. Et ça, à 6 mois des Jeux Olympiques. Ah oui. Et oui, je fais des changements vraiment qu'on pourrait dire un peu de dernière seconde, mais bon, quand on est sur le très haut niveau depuis longtemps, 6 mois, tu te connais. C'est 6 mois pour préparer les Jeux en soi. S'il y a tout l'avant, c'est 6 mois. Donc, je me suis dit, allez, j'y vais. Et c'est peut-être ça qui fera la bascule et qui fera que je deviendrai championne du monde et championne olympique. Du coup. Parce que tu es devenue championne du monde en 2016. Oui. Donc, tu as goûté à l'or. Voilà. Donc, voilà, enfin. Tu savais que tu avais la recette pour gagner les Jeux Olympiques. Oui. Et là, tu arrives au tournoi olympique. C'était ta première. Dans quel état d'esprit tu es ? Parce que quand c'est la première fois aux Jeux Olympiques, il y a tout un écosystème à découvrir, le village, les allers-retours entre la boxe. En plus, votre tournoi, il est horrible, il dure 2 semaines, vous combattez vous combattez tous les 3 jours peut-être. Oui. C'est dur, tu es là, tu es au village, tu vois les autres qui arrivent avec leurs médailles, avec leurs déceptions. Enfin, faut se mettre dans sa bulle. Ouais. Deuxième semaine, les gens commencent à décompresser. Enfin, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est... J'étais focus. Ah ouais. Ah ouais, j'étais focus. J'arrive, donc quand je deviens championne du monde, je me qualifie en même temps pour les Jeux Olympiques. Parce que la première épreuve qualificative, je perds au premier tour.
Donc là, je rentre dans une concentration incroyable et je me qualifie. Et une fois qualifiée, je bats une fille que j'arrivais jamais à battre, qui était la meilleure dans ma catégorie. Et quand je la bats, en fait, je deviens championne du monde et je peux être que championne olympique. Ouais. À partir de ce moment-là, je vois pas comment c'est Plus rien peut m'arrêter. La seule chose qui peut me déstabiliser, c'est que je sors de la compète et que je me déconcentre. Donc pour moi, la concentration, elle est hyper importante. Et là, si je sors de cette concentration, je peux m'en vouloir qu'à moi-même parce que le niveau, je l'ai. J'ai battu les meilleurs. Je suis devenue championne du monde. C'est un travail avec moi-même. Donc je rentre sur les Jeux Olympiques vraiment concentrée. Donc tous ces à côté, tout ça, ça me passe tellement au-dessus. Je viens, j'ai mon tirage au sort, je sais à quelle position je passe. Je suis passée quasiment dernière sur la compétition. Donc, tu as toute la phase préliminaire où, en fait, tu es dans l'attente, mais à la fois, il faut rester concentré parce que ta compétition arrive. Et puis, je passe les tours, les uns après les autres, et chaque combat est une finale. Et pareil, focus du début jusqu'à la fin. Moi, c'est vraiment ça que je retiens, c'est ma concentration, elle était maximale. Cette concentration, elle éclate sur un beau titre de championne olympique. Le jour de tes 24 ans, tu deviens la toute première Française à être championne olympique. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là ? Là, t'es soulagée. Tu dis, c'est bon, je l'ai fait. Mais une explosion je vais te montrer une photo. Ouais, voilà. La photo, tu vois, résume bien mon état. Soulagement, je suis contente. L'objectif est atteint. Et puis, je suis contente parce que tout est là, en fait. Tout le monde est autour de moi. Pourtant, c'était à Rio, c'était hyper loin. Mais, ta famille a fait le déplacement et tout. Donc, vraiment, tout était réuni pour que le moment soit unique, magique. Et même sportivement parlant, je suis allée au bout de moi-même. Cette finale-là, j'ai jamais été sportivement parlant à ce niveau-là. Ouais, t'étais à ton prime. Ouais, exactement. Ouais. Je me suis transcendée. Tu sais, c'était un combat hyper serré. C'était 4 rounds. On boxait sur 4 rounds à cette époque-là encore chez les filles. Et donc, je perds les 2 premiers. Donc, il en reste 2. Si je perds les 2 premiers, c'était un combat. Donc, même quand ils vont donner la décision, je ne sais pas si j'ai gagné. Pour moi, j'ai fait la différence, mais on ne sait jamais en boxe, en plus, comment c'est très compliqué. C'est ça. En fait, il y a eu beaucoup de scandales aux Jeux Olympiques avec la boxe. Toi, est-ce que quand tu montes sur un ring, surtout aux Jeux Olympiques, tu te dis il y a moyen que je me fasse enfler par les arbitres ? Bien sûr, tu te dis ça. Ça veut dire que tu pars du principe qu'il faut toujours aller au maximum et même dépasser ce maximum. Et justement, là, je boxe, tu vois, et premier tour, ça passe pas. Deuxième round, pardon, ça ne passe pas. Et là, je me transcende totalement. C'est-à-dire, je deviens une machine. Une machine à mettre des coups. Parce que sinon, ça passera pas, en fait. Donc, tu pars de ce principe-là. Tu te dis, il faut toujours que tu en fasses plus. C'est pas bizarre d'avoir un nombre de rounds pairs ? Ça aurait été plus simple de faire 3 ou 5. Ça a changé après. D'accord, Ça a changé après. Après, maintenant, les amateurs boxent sur 3 rounds de 3 minutes. D'accord. Et c'est la même chose pour tout le monde. Ça veut dire que c'était 4 rounds de 2 minutes. Ensuite, on a une petite transition où tu avais des garçons qui boxaient sur 3 rounds de 3 minutes et les filles boxaient encore sur 4 rounds de 2 minutes. Et puis maintenant, c'est pareil pour tout le monde. Les hommes, les femmes boxent sur 3 rounds de 3 minutes. Ce qui est un peu plus simple. Pour départager, c'est clair. Pour départager. Est-ce que au moment de ce titre, tu as le sentiment d'avoir écrit une page de l'histoire de la boxe française, d'être une pionnière dans ta discipline ? Oui, j'ai ce sentiment-là, surtout dans la boxe olympique. Des pionnières dans la boxe, il y en a d'autres, puisque y a eu les premières déjà. Quand on sait que la boxe pour les femmes a été interdite pendant longtemps, il y a eu les premières qui ont pratiqué, il y a eu les premières qui ont eu de gros titres en professionnel. Et moi, pour le coup, je suis la première à avoir un titre de championne olympique. Et ça, je pense qu'on ne s'en rend pas compte tout de suite, mais c'est au fur et à mesure de ma carrière. Aujourd'hui, je m'en rends bien plus compte parce que déjà, l'évolution et le taux de participation des femmes a incroyablement augmenté à la suite de ces Jeux Olympiques-là. Et puis, les mentalités ont évolué autour de ces pratiques liées aux femmes. Ouais. Par la suite, après ce titre, voilà, il y a les Jeux qui s'arrêtent, la flamme olympique qui s'éteint. Est-ce que tu as ressenti un petit blues post-olympique comme les athlètes ont coutume de le décrire ? Non, parce que ça a été un tourbillon derrière. T'étais en pétard. Je suis rentrée, ça ne s'est pas arrêté pendant 3 mois. Il n'y a eu aucun blues. Limite, j'étais épuisée au bout d'un moment parce qu'en plus, je suis tombée enceinte très rapidement. Au mois de novembre, moi, je tombe enceinte.
Et j'étais épuisée, fatiguée. Je ne pouvais plus me déplacer nulle part. Tout le monde demandait des photos. Ah, mais ça peut être ça le blues, hein. Peut-être comment arriver à gérer cette notoriété. Sur le coup, on l'accepte, c'est cool. Ouais. Voilà, j'ai 24 ans, tout le monde me demande sur les plateaux télé. Et franchement, sur le coup, c'est sympa, c'est cool. Et puis on se dit, c'est le retour de toutes ces années où ça a été tellement difficile, où tu as travaillé dans l'ombre, où des fois, oui, tu es monté sur le ring, tu devais gagner, tu as perdu, et ça, personne ne le voit. Ou des fois, tu vois, donc tu en profites. Moi, j'en ai profité à fond. Et puis à un moment donné, c'est vrai que j'étais fatiguée. Déjà physiquement, j'étais fatiguée de par mon état. Et puis j'avais perdu ces habitudes. Je suis quelqu'un, voilà, j'aime bien aller faire mes courses, aller au marché, tout ça. Je suis simple. Mais tout ça, je faisais plus. Je ne pouvais plus faire parce que sinon, je faisais mes courses pendant 5 heures. Ouais, bien sûr. Et c'est vrai que cette fatigue-là, elle a commencé à arriver. Et heureusement, les choses se dissipent aussi. Tu vois, c'est intense pendant 4-5 mois et après ça se dissipe doucement. Je suis partie à l'étranger, plus aux États-Unis. Donc j'ai pris beaucoup aux États-Unis, personne ne te connaît. Personne. La vie était vraiment, vraiment cool. Et puis ma vie a commencé à être de plus en plus normale. Donc non, je trouve que les choses se sont plutôt bien enchaînées. Et puis j'ai pris la décision de passer pro, voilà. De repartir dans le sport. Pour toi, c'était la suite logique après les Jeux. Pourquoi pas une autre Olympiade? Pourquoi le choix de passer en pro? C'est la suite logique pour des boxeurs. Quand on fait les Jeux Olympiques, quand on est amateur et qu'ensuite on passe pro, on ne peut plus refaire les Jeux Olympiques, on ne peut plus passer amateur. Ça, c'est nouveau. On peut le faire depuis 2012 chez les garçons, depuis 2016 chez les garçons et depuis 2020 chez les filles. Avant, un boxeur amateur, une fois qu'il passait pro, il n'y avait plus de retour en arrière. Donc, pour moi, passer professionnel, de toute façon, c'était faire une croix sur le reste. Et après un titre olympique, tu n'as pas envie de refaire les Jeux Olympiques. Ça y est, là où tu sais, c'est comme si tu as un footballeur amateur, il est dans une grande équipe et tout d'un coup, il revient un footballeur amateur. C'est très bizarre, tu vois. C'est pas dans notre suite logique. Mais je ne me voyais pas tout de suite passer professionnel. J'ai eu besoin de prendre du recul avec la boxe pour savoir si j'avais encore envie de boxer. Ce n'était pas une ambition, même avant les Jeux Olympiques. Je voulais être championne olympique, mais derrière, je comptais arrêter. Tu voulais, comme tu disais, monter ta boîte, devenir ingénieur. Voilà, exactement. Ouais. Et les opportunités sont arrivées. Et puis, le fait de ne pas avoir boxé pendant très longtemps, j'ai ressenti ce manque vis-à-vis du sport de haut niveau. Je n'ai pas boxé pendant 1 an. Ah ouais? Ouais, je ne suis pas remontée sur le ring pendant un peu plus d'1 an. Toute ma grossesse, je n'ai rien fait. J'ai vraiment, vraiment pris du recul par rapport au sport. Et puis, quand j'ai accouché, au bout d'1 mois, 2 mois, tu tournes en rond. Ce serait bien de... Ouais, tu tournes en rond, en fait. Là, j'en ai un peu marre de rien faire, quoi. Et le sport me manque. Et puis, tu prends du poids et tout. Et tu as envie de te retrouver ton corps. Et quand tu te reprends au jeu de t'entraîner, le corps a une mémoire et puis tu continues et tu te dis je peux refaire ça, c'est sympa. Et donc là, j'ai pris ma décision de passer pro. Concrètement, comment se matérialise ce passage de l'amateur au pro? Parce que c'est pas vraiment la même organisation. Ça n'a rien à voir, c'est quelque chose qui s'apprend. Tu passes pro, déjà tu passes pas tout de suite pro avec un titre, non, parce que tu as tout à apprendre. C'est pas forcément aussi la même façon de boxer, les mêmes qualités qui sont demandées. Tu vas boxer sur beaucoup plus de rounds, ça va mettre beaucoup plus de temps, donc les entraînements changent. Tu peux nous dire un peu les formats de la boxe olympique et de la boxe professionnelle? En boxe olympique, tu boxes sur 3 fois 3 minutes. D'accord. Et moi, quand j'ai quitté la boxe amateur, on boxait encore sur 4 fois 2 minutes chez les filles. D'accord. Et en professionnel, hommes et femmes, c'est différent. Les hommes boxent sur des rounds de 3 minutes. Okay. Et sur le très haut niveau, ça va jusqu'à 12 rounds. Et les femmes boxent sur 2 minutes, des rounds de 2 minutes. Et sur le très haut niveau, donc quand je dis les très hauts niveaux, c'est les titres mondiaux, par exemple, ça va jusqu'à 10 rounds. Ok. Donc tu vas avoir les débuts, les premiers combats, la transition. Tu vas commencer par un 4 rounds. Ensuite, tu vas faire un 6 rounds, ensuite un 8. Et après, tu abordes des titres et là, tu commences à faire des 10 rounds. Donc tu vois, en termes par rapport aux entraînements, ça n'a rien à voir. Tu dois durer beaucoup plus. Et on travaille davantage la puissance parce que l'idée, c'est aussi cette recherche. Enfin, tu ne le recherches pas, mais en boxe pro, tu as beaucoup plus de KO qu'en boxe amateur. Tu vois, tu n'as pas de casque. Tu n'as pas de casque, exactement. Tu n'as plus de casque, les gants sont plus petits, tu as des bandages pro. Cela dit, maintenant, on fait des bandages pro aussi en amateur. On essaie un peu d'uniformiser tout ça, mais
voilà, ça reste quand même très différent. Et quand la boxe comme ça a des exigences différentes, bah, les entraînements diffèrent et puis les qualités qui sont demandées lors d'un combat changent aussi. Même c'est un point de vue financier, parce que la boxe pro, c'est plus rémunérateur, mais tu paies aussi beaucoup plus pour ta préparation. Oui. Alors qu'en boxe olympique, tu as l'INSEP, tu as généralement pas mal de choses qui sont fournies, alors qu'en boxe pro, tu dois tout payer. Boxe pro, c'est toi et toi. Et c'est comme un entrepreneur, en fait. Tu dois gérer ta propre entreprise. Tu gères ton équipe, tu choisis ton coach, ton préparateur physique, ton médecin, ton diététicien si tu as besoin. Enfin voilà, tu construis vraiment toute ton équipe. Et il faut savoir que tu es rémunéré par rapport à tes combats. Tu fais, au début, tu vas faire aller 5-6 combats l'année, 3 4. Moi, j'étais plus sur 3-4. Et après, quand tu vas faire des plus gros combats, tu vas plus être sur 2 combats l'année. Donc, tu vas être payé 2 fois dans l'année, en gros. Ouais. Donc, il faut que tout ça serve à payer ta préparation, tes entraîneurs et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est une gestion qui s'apprend. Vraiment, ça s'apprend au quotidien. Et c'est pour ça que je pense même dans la carrière professionnelle, il ne faut pas se précipiter parce qu'on ne nous prépare pas forcément à ça, nous, en tant que boxeurs en France. Donc, il ne faut pas se précipiter à la fois pour apprendre à gérer tout ça. Et le fait de monter crescendo aussi dans les combats, 4 rounds, 6 rounds, tu vois, doucement, bah, va te laisser un peu de temps aussi pour apprendre. Tout au long de ta carrière, tu as beaucoup affronté une Irlandaise qui s'appelle Katie Taylor. C'est un peu ta meilleure ennemie. Et en 2019, donc très rapidement, après être passé pro, tu finis par décrocher un titre mondial chez les pros et tu la gagnes en quart de finale. Qu'est-ce qui a été la différence ce jour-là ? Bah, je pense que c'est ce petit changement que j'ai fait. Tu vois, je change, comme je te dis, je change d'entraîneur. Karim a toujours été mon entraîneur. Il m'a toujours suivi partout, même en stage. Tu vois, mon entraîneur de club me suivait partout en stage, etc. Mais parfois, quand tu t'habitues à t'entraîner avec la même personne, il y a des choses que même l'entraîneur ne voit plus parce que ça devient une habitude. Et on y prend moins de temps. Pourtant, c'est la somme des détails qui fait la différence au plus haut niveau. Et le fait d'avoir changé d'entraîneur, de vision, ça m'a apporté un petit truc supplémentaire. Ça m'a permis de corriger des petits détails qui faisaient finalement que je perdais. Et ça a fait la différence, je pense, pour ces championnats du monde. À la suite de ces championnats du monde, tu m'as parlé du fait que les boxeurs pros pouvaient revenir en amateur. Il y a un peu ton âme de patriote qui a parlé. Alors là, complètement. Lorsque les Paris décrochent l'organisation des Jeux, tu es pro à ce moment-là. Direct, c'est un objectif ? Pas tout de suite. Ok. J'ai réfléchi. Je me suis posée parce que forcément... Ça titille. Voilà, t'as envie, tu dis ça en France. Je n'aime pas vivre avec des regrets. Mais à côté de ça, j'ai mon train de vie, moi. Tu vois, j'ai mon train de vie, j'ai mes enfants. Un quotidien en équipe de France avec 2 enfants, c'est pas pareil qu'en professionnel. Les équipes de France, tu pars partout. Tu as des stages tout le temps, tous les mois, tous les 2 mois, tu as des stages. C'est simple, quand j'ai préparé les Jeux, de janvier à août 2016, je suis quasiment jamais chez moi. Je suis tout le temps en déplacement, tout le temps en stage, en compète par-ci, par-là, entre les qualifs et les tournois pour te préparer. Donc ça, c'était pas possible avec 2 enfants. Donc il a vraiment fallu que je pose mon projet, que je regarde. Envie, j'en avais envie. Mais est-ce que c'était faisable ? C'était la deuxième question. Et puis voilà, j'ai abordé les choses avec... Il y a eu pas mal de dispositifs d'aide qui se sont mis en place parce que je gagnais aussi très bien ma vie en professionnel. Donc repartir sur le monde amateur et pas gagner d'argent, compliqué. Surtout avec 2 enfants à charge. Avec 2 enfants à charge, très compliqué. Donc voilà, il y a eu des dispositifs d'aide quand même qui se sont mis en place, qui permettaient d'entrevoir les choses, de la compréhension aussi de la part de tous les acteurs, fédération, ANS, etc., par rapport à la participation à certains stages ou pas. Et puis, je me suis dit, allez, là, maintenant que j'ai toutes mes réponses, c'est que je pense que je peux y aller et je pense que ça peut marcher. D'accord. Et concrètement, ça s'est soldé par un retour à la boxe amateur. Tu m'as parlé des différences de format. Est-ce que ça a été facile de revenir sur un format peut-être un peu plus court, peut-être... Je connais pas du tout la boxe. Moins d'endurance, plus cardio, plus rythmé. Oui, beaucoup plus rapide. En plus, quand tu prends de l'âge, tu ralentis. c'est mathématique. Tu vois, donc là, il faut repartir sur un format où il faut être hyper rapide, ça va super vite. Les rounds sont plus courts, donc voilà, c'est ce qui amène aussi ça.
Donc, la coordination, elle doit être au max parce que ça va vite, ça doit s'enchaîner. Tu n'as pas le temps de réfléchir toujours à ce que tu vas faire. Donc, ça a été très dur. Ouais. Ça a été très dur. Et au départ, il y a eu la phase de qualification. Ouais. Et là, je me suis vraiment mis à fond dans ce projet-là. Donc, pendant 6 mois, un peu plus, peut-être 8 mois, j'ai rien lâché, quoi. Je faisais même par rapport à moi, mon corps, parce que tu dois rentrer dans une catégorie de poids. Moi, je boxais en professionnel, en léger, mais léger en professionnel, c'est pas pareil que léger en amateur. Surtout après 2 grossesses. Surtout après 2 grossesses. Mais tu vas comprendre pourquoi, parce que en professionnel, c'est 61 kilos. Ouais. En amateur, c'est 60 kilos. En professionnel, c'est peser la veille du combat. C'est le matin. En amateur, c'est peser tous les matins. Tous les matins. Et c'est une compétition sous forme de tournoi. Donc, si tu boxes tous les 2-3 jours, tu vas être pesé tous les 2-3 jours le matin du combat. Ah oui. Donc, la gestion, elle n'a rien à voir. Tu vois, en professionnel, bon, j'étais jamais à 61 kilos la veille. J'étais à 62, 63 max. Tu joues un peu sur l'eau, tu as le temps de te réhydrater, c'est très bien. En amateur, il faut vraiment que tu sois au poids. Donc, il y a eu cette gestion-là à faire. Donc, redescendre à ce corps que j'avais de très jeune, après 2 grossesses, encore une fois, c'est pas pareil. Et puis, repartir de zéro. Ouais. En termes de sport, j'ai dû repartir à zéro. Et ça, c'était psychologiquement quand même dur. Tu m'en parles comme quelque chose qui était assez dur, mais paradoxalement, tu décroches ta qualification hyper rapidement aux Jeux européens à Cracovie en 2023. D'ailleurs, j'y étais, j'ai appris la nouvelle, on suivait bien sûr les résultats des copains. Des autres, du coup, je me dis, c'est fort, elle revient. 1 an avant, elle a sa qualification pour les Jeux. Comment tu as abordé ce tournoi olympique de qualification hyper olympique. Sérieusement. Ça veut dire que j'ai rien laissé au hasard. Et même des choses que je ne faisais pas avant 2016, je les ai intégrées parce que je savais qu'il y avait l'âge qui s'était ajouté. Il y avait le fait d'être passé en professionnel, donc d'avoir changé ma boxe par rapport à ce format-là pro. J'ai rien laissé au hasard. Vraiment, tout était... Même par rapport à mes enfants, etc., j'avais une gestion avec mes parents qui faisait que ça pouvait que marcher. Et quand je m'entraîne à fond. J'ai cette capacité à me surpasser aux entraînements. C'est 0 ou 100, il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas d'entre-deux. Si je pars sur un objectif, je m'entraîne à fond. J'ai vraiment la capacité à m'entraîner très dur. Donc, à partir du moment où toutes les choses annexes sont gérées, ça ne pouvait que marcher. Donc, et puis, ça a marché du premier coup, puisque je me qualifie sur la première épreuve qualificative. En octobre 2023, tu subis un coup d'arrêt, tu te fractures le nez. Comment ça se passe, le nez, le truc qui est vraiment en première position? Comment ça se passe quand tu te fractures le nez? Tu peux plus boxer au final. Non, je peux plus boxer. Je préparais mon dernier combat pro avant de basculer totalement sur le monde amateur. D'accord. Donc pas de casque? Donc pas de casque, mais je me fracture le nez à l'entraînement. Ouais. Justement, à 2 semaines d'entraînement, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas boxé en pro et que j'étais passée par la case amateur, donc je voulais pas remonter sur le ring en pro sans avoir essayé un peu à l'entraînement les sensations, etc. Parce que des fois, ça peut un peu choquer de prendre des coups durs, sans casque et tout, quand ça fait longtemps que tu n'en as pas pris. Donc, je me suis dit, allez, là, j'enlève le casque. Est-ce que je l'avais enlevé même? Je l'avais peut-être pas enlevé, mais j'avais diminué les gants de l'adversaire. D'accord. Alors que, tu vois, quand on s'entraîne... Ah ouais, pour t'habituer à ressentir l'intensité des coups. un peu plus de coups. Et quand on s'entraîne, on met des gros gants, justement, pour se protéger. J'avais donné des gants plus petits à l'adversaire et tu vois, je pense aussi erreur pro. J'ai fait une erreur professionnelle. Ça veut dire que je diminue les gants. Fin de semaine, tu sais, t'as la fatigue, 2 semaines du combat, t'as le risque, tu t'es en fin de prépa et tout. T'as plein de petits facteurs qui font que peut-être que si t'es pas vigilant, tu prendras le mauvais coup. Et j'ai pris le mauvais coup. Ouais. Et elle m'a explosé. Franchement, c'était la catastrophe. C'était la première fois que tu te faisais... C'était la première fois que je me faisais casser le nez et il était bien cassé. En tout cas, ça se voit plus aujourd'hui. Heureusement, mais je suis passée par beaucoup d'étapes avant que ça se voit plus, je t'assure, et ça a été très dur. C'est plus l'après qui a été dur après tout ça. Là, cette cassure, ça a été... Tu vois, tu te dis, tu vas voir les médecins. Bon, allez, là, on te dit, rentre chez toi, j'ai un combat dans 2 semaines. Sauf qu'il faut que l'œdème se résorbe pour qu'on puisse juste te dire ce que t'as. Ouais. Sauf que mon os, il était sur le côté. Okay. Donc, du coup, tout était fermé, je pouvais plus respirer. Donc, finalement, je prends la décision de ne pas boxer.
je voulais quand même boxer avec le nez cassé. C'est hors de question. C'est mon dernier combat pro. Tu as à la fois des enjeux financiers. Oui, bien sûr. Parce que tu boxes pas, tu n'es pas rémunéré, on le rappelle. Complètement. Et là, je suis passée amateur, donc Oui. je suis plus rémunérée de la même façon. Donc, tu as des enjeux financiers, tu as des enjeux sportifs, parce que je suis passée amateur. Donc, j'ai un certain classement en professionnel. Je suis à 2 pas d'un titre mondial, de gros combats. Donc, si je reste trop longtemps en inactivité en professionnel, je vais chuter dans les classements. Donc, tu as tout ça. Et puis, tu as un enjeu aussi. Là, j'étais mon propre promoteur. Donc, j'avais organisé tout l'événement, etc. Franchement, c'était la catastrophe. Vraiment, je vois pas comment je pouvais pas boxer. Et puis, au final, encore une fois, l'entourage. Et là, tu as les entraîneurs qui disent ça va pas être possible, en fait. Tu as mon entraîneur qui me dit tu vas monter toute seule sur le ring. Parce qu'en fait, je peux pas te laisser monter comme ça sur le ring, c'est pas possible, je vais pas cautionner ça. Bien sûr. Et lui qui s'était déjà fait casser le nez, il a dit tu vas prendre un coup, tu vas plus savoir où te mettre, tellement ça va te faire mal. Donc, force est de constater que on va pas boxer le nez cassé, hein. Et je me suis fait opérer sous 7 jours, parce que sinon ça allait rester comme ça, et il aurait fallu recasser pour me faire opérer. C'était vraiment, franchement, j'étais dans un dilemme pas possible. Donc, je me fais opérer, voilà, tout se passe bien. Sous 7 jours, donc du coup, j'ai 10 jours de plâtre. J'enlève le plâtre la veille de l'événement, que je fais quand même. Ok. Puisque je mettais aussi à l'honneur d'autres boxeurs lors de cet événement, et notamment des qualifiés olympiques. Ouais. Et pour moi, c'était important de maintenir les choses, parce que c'était intéressant aussi pour eux d'avoir cette exposition. Ouais, on en reviendra plus tard à ton actualité de promoteur. Et puis derrière, je me refais opérer, et je me refais opérer. Ah, tu t'es fait opérer combien de fois ? Je me suis fait opérer 3 fois au total. Je me refais opérer au mois de janvier. C'est normal ? Non, parce que je respirais toujours pas bien. Ouais, okay. Donc, je me refais opérer au mois de janvier. Et là, on me dit, il n'y a pas besoin de trop de repos. Donc, je prends 6 semaines de repos, je remets les gants. Sauf que je respire toujours mal. Et je pense qu'en plus de ça, mon nez n'était pas hyper consolidé. Donc, quand je refais des examens, parce que je ne comprends pas pourquoi je respire aussi mal, on me dit que ma cloison, elle est déviée. Et là, je me refais opérer. Mais déjà, personne ne voulait m'opérer. Parce qu'en temps aussi rapproché, on ne t'opère pas. Normalement, il faut attendre 6 mois. Et là, je dis, mais en fait, les Jeux Olympiques, c'est soit on m'opère et on prend le risque, j'ai une chance sur 2 de refaire les Jeux, soit c'est mort, je fais une croix sur les Jeux Olympiques en fait. Et il y a un médecin qui a accepté de m'opérer, il m'a dit écoute, en fait t'as pas 10 000 solutions, donc je tente, moi je prends le risque. Et ça s'est super bien passé, m'a super bien opéré, ma cloison nickel, je revivais, on m'a enlevé les attelles, je respirais et tout, mais j'avais plus beaucoup de temps pour m'entraîner. Là on est à quel mois ? On est au mois de février. Mi-février par là, sachant que on m'a repris toute ma cloison nasale, donc pendant 2 mois et demi, je peux pas prendre de coups, pendant même 3 mois quasiment. Donc j'ai pas pris de coups, j'ai pas mis les gants. J'ai remis les gants au mois de mai pour la première fois, en Thaïlande en plus, parce que mon histoire n'est pas finie. Je remets les gants en Thaïlande pour la première fois, j'enlève le casque, parce que j'ai essayé de mettre les gants mais avec un casque à barre, c'était l'enfer, j'étais asphyxiée, c'était très dur. Et c'est la canicule en Thaïlande. Donc, je reprends dans des conditions catastrophiques après avoir été opérée plusieurs fois. Je chope une infection. Ok. Et puis, je rentre. Je ne peux pas prendre de médicaments. Je suis obligée de faire 10 000 tests pour juste prendre des médicaments pour ne pas avoir un contrôle antidopage. Donc, après tous ces tests, on me dit que oui, c'est bon, je peux prendre les trucs asthmatique. Oui, okay, en fait. La ventoline. De la ventoline. Okay. Je déclenche un asthme d'effort que je n'avais jamais eu. Et c'est lié à ton nez, tu penses ? Je pense que c'est un tout, en fait. Je pense que j'ai été fragilisée par les différentes opérations, et je pense j'ai surtout chopé quelque chose en Thaïlande. D'accord. Je ne saurais pas savoir c'est quoi. Il y a eu pas mal de trucs qui traînaient. On est plus sur le Covid. D'accord, ouais, un Covid long. Ouais, exactement, un Covid long. J'ai pas fait de test tout de suite parce que je repartais en stage, mais quand je repars en stage, ça va pas du tout. Je fais un tour de piste, je peux plus courir. Ouais, et puis parfois, c'est l'enfer. Parfois, si tu fais pas les examens, tu te dis il y a pas de problème. Ouais, tu dis c'est bon, on y va, tu vois. De toute façon, les jeux, quoi, Covid, pas Covid, enfin, je combat. Je vais faire les jeux. Quoi qu'il arrive, je vais faire les jeux. Donc je reste dans cette position. Et là, mon entraîneur, il me dit mais rentre, va faire des examens, c'est pas possible. Il me dit, change ton billet. Il me dit, tu peux même pas faire un tour. Tu peux faire. J'avais 1 round et demi. Ouais. Au bout d'un round et demi, il n'y avait plus personne. Plus en plus, j'étais à la limite de tomber dans les pommes. Donc, j'étais en manque d'oxygène total. Ouais. Et je rentre. Bon, voilà. Et c'est là où les médecins me disent que de toute façon, ça ne sert plus à rien de faire des tests si tu avais le Covid. Bien sûr. Parce que tu as mis trop de temps pour venir.
Et là, tu fais un asthme d'effort à l'effort. Donc, on va te mettre sous plein de médicaments. Je prenais de la cortisone, je prenais plein de trucs. Et puis, je pense que j'ai jamais eu le temps, finalement, de récupérer, ni de pouvoir m'entraîner comme il fallait pour les Jeux Olympiques. Donc, tu abordes les Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est particulier parce que tout le monde parle des Jeux, tout le monde parle des athlètes. Toi, tu es la première championne olympique de l'histoire de la boxe française. Et toi, tu arrives, dans quel état d'esprit tu es ? Sportivement, c'est compliqué. Après, j'ai toujours gardé la tête haute, tu vois. Je n'ai jamais rien fait ressentir parce qu'en plus de ça... c'est ça, pour t'avoir croisé. Enfin, moi, tout ce que tu me racontes là, je le découvre. Je tombe des nues. Tout le monde m'attendait, tout le monde me demandait pareil, les médias, t'enchaînes, t'avais l'air sereine. Ouais, mais c'est que ça allait pas du tout. Mais c'est vrai que j'étais tellement déterminée à faire comme si de rien n'était. Bien sûr. Je voulais même pas savoir tout ce qui m'était arrivé. J'ai tout mis de côté, les problèmes et tout. J'ai tellement galéré qu'une fois que je respire, je me dis non. On y va, quoi. C'est pas grave. Je donne le tout pour le tout. Je fais le max et on verra ce que ça donnera. Donc, à chaque fois, j'étais à fond sur les entraînements. Même au mois de mai, quand je chope le truc, je fais tout à fond. C'est-à-dire que je peux pas respirer, mais, tu vois, en toussant, j'essaie quand même de courir, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est que même le à fond du fait que tu ne sois pas à 100%, c'est quand même un objectif de progression. Voilà, exactement. Je fais vraiment tout comme il faut. Mais mon niveau, tu vois, 1 an avant en qualification, je faisais 8 tours de piste. L'objectif, c'était d'en faire 12. En 1 an, j'allais faire mes 12 tranquille, sans aucun problème. Sauf que à 1 mois des Jeux, j'en fais 6. Ouais. Donc, tu vois, on a beau se dire, tu sais, après coup, tu vois, j'ai pris du recul, etc. Je faisais tout pour relativiser, mais le sport de haut niveau, c'est le sport de haut niveau. On va pas se mentir, les Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques, techniquement, faut être au max, faut être les meilleurs au monde. Donc, si je faisais 8 et que j'en fais 6, c'est mathématique. Je peux pas gagner les Jeux Olympiques. Et jusqu'à la dernière seconde, tu vois, dernier tournoi de préparation, même mes entraîneurs viennent me voir et me disent franchement, c'est très compliqué, tu vois. Et la question, ça a même été est-ce que je fais les Jeux ou est-ce que je fais pas les Jeux. Mais avec ce que j'ai vécu pendant 1 an, tu les avais mérités, ces Jeux. J'ai dit je fais les Jeux. Et c'est impossible. Et on sait jamais, un tirage au sort, etc. Et puis on y croit toujours. On sait jamais. J'ai eu le pire tirage au sort que tu pouvais avoir. Mais une fois que j'ai pris la décision de faire les Jeux, je fais les Jeux, adviendra ce qu'il adviendra, mais au moins, j'aurai pas de regrets, tu vois. Et j'ai tellement souffert. C'est-à-dire que 3 opérations cumulées, j'ai passé 30 jours sur le canapé, assise à pas respirer. Parce chaud. Que derrière une opération, tu ne respires pas, tu peux pas t'allonger, tu peux rien faire. Tous mes enfants et tout, ils me voyaient comme ça avec mon plat sur le nez. Enfin, mon fils m'a dit maman, tu vas faire les Jeux, tu peux encore boxer. Enfin, ça m'a fait tellement mal au cœur, tu vois. Et à la fois, j'ai lutté. Donc, juste aller au jeu, c'était ma récompense. C'était ta victoire. Exactement. Et malheureusement, tu t'inclines au premier tour. Et là, qu'est-ce qui se passe après ta défaite ? Je m'incline au premier tour et c'est dur, mais je suis allée au max. J'ai tout fait. Tout ce que je pouvais faire, je l'ai fait. J'ai essayé. Et après, c'est le destin. Des fois, il faut que ça marche. Des fois, ça ne marchera pas. Et c'est le destin. Et puis j'ai très vite essayé de... Je ne voulais pas rester sur ce bad mood. Ça veut dire que, bon, déjà, je suis partie. Parce que j'ai essayé de rester, j'ai essayé d'aller... Voir des épreuves c'est trop dur. J'ai pris un vol, je suis partie, j'ai pris du recul vraiment. T'as coupé, j'ai coupé total. Et puis, je suis quand même revenue sur les derniers jours des Jeux parce que je me suis dit, sinon, je vais regretter de ne pas avoir été quand même voir certaines épreuves. Donc, j'ai fait quelques épreuves. Et puis, c'était cool, je suis contente de les avoir fait. Tu vois, c'était quand même des beaux Jeux Olympiques. C'est clair. Et vraiment canon. Et après, je suis repartie en vacances, mais ça, c'était des vacances prévues depuis un moment. Et là, ça m'a permis de réfléchir à ce que j'allais faire après. Parce qu'il fallait vite que je rebondisse sur quelque chose pour pas, une fois que les vacances passent, tu vois, tu rentres dans ce truc de se dire bad mood, j'ai perdu, qu'est-ce que je vais faire ? Non, vite, il fallait que je trouve quelque chose. Et puis... j'aime même dire que les choses n'arrivent pas par hasard. Donc, je me suis dit, si ce n'était pas là, peut-être que je devais être présente sur autre chose. Et là, je me lance sur la course pour être présidente de la fédération. Ah oui. Tu l'avais oublié, cet épisode. Oui, notre aventure rocambolesque. Donc voilà, je me dis, écoute, j'ai fait les Jeux, c'est passé ce qui s'est passé. Mais à mon sens, je pense que j'ai encore des choses à apporter à ce sport. Donc peut-être que ma place, elle est autre part.
Et je me suis lancée dans cette aventure incroyable. Ouais, parce qu'en fait, quand on regarde bien, cette valeur de transmission, c'est quelque chose qui t'anime énormément. Oui. Tu as ton association Elperf qui aide les jeunes sportives à pratiquer de la boxe, c'est ça? Oui, et Ouais, puis voir le sport différemment, voir le sport comme quelque chose qui accueille tout le monde ouais. et qui est acceptable pour tout le monde, tu vois. Tu l'as créé quand, cette En association? 2017, juste après mon titre olympique, et j'ai fait beaucoup d'actions avec des jeunes pour dire que tout le monde a sa place dans tous les sports, tout simplement. Et c'est vrai que ce truc de transmission, je l'ai toujours eu. Et rien que de voir des boxeurs qui galèrent, les boxeurs pros, c'est de plus en plus compliqué pour eux. J'ai moi-même à mon niveau, et j'ai bénéficié des Jeux Olympiques, de plein de choses. Moi-même, j'ai été contrainte de passer promotrice, d'organiser mes propres événements parce que attendre après tout le monde, je serais Bien encore sûr. en train d'attendre, tu Ouais, ouais. vois. Et à l'international, ça va tellement vite. La boxe, c'est tellement un grand sport, mais en France, ça devient un petit sport. Et j'ai trouvé ça tellement dommage. Donc je me suis dit, bah, je vais continuer dans ce truc-là qui est en moi, de vouloir faire évoluer la Mhm. discipline, contribuer à mon sport comme je peux. Et c'est pour ça que je me suis lancée dans cette présidence de Ouais. fédération, parce que pour moi, il n'y a qu'une seule façon de faire des choses et de changer réellement les choses, c'est d'être à la tête et de prendre les décisions à un moment Mhm. donné et de pouvoir accorder tout le monde sur une vision que j'avais, mais que j'ai encore, Mhm. parce que c'est pas fini. Je ne lâcherai pas. Mais en tout cas, voilà, de réunir les gens, de rassembler les gens autour d'une vision de la boxe qui, pour moi, est juste et qui devrait être. Parce que moi, je me souviens, pendant cette campagne, j'ai lu des choses sur toi qui te présentais. Il y avait aussi Sarah qui s'est présentée. C'était le Far West. La politique. Ouais, voilà, c'est ça, c'était politique. Et est-ce que tu peux nous en dire 2 mots sur comment ça s'est fini la présidence? Il n'a même pas été aux urnes au final. Non, ça n'a pas été aux urnes. Ma candidature a été mise de côté, même si je l'ai menée jusqu'au bout, hein, Hmm. vraiment jusqu'au bout. Ah, t'es allé en province, dans les Je suis allée régions, partout en ouais, France, c'était pour rencontrer super les bien. dirigeants, les athlètes. Exactement. Je rencontrais vraiment tout le monde, les clubs, les entraîneurs, Hmm. les athlètes, les dirigeants de région. En second lieu, Hmm. ma priorité, c'est d'abord de rencontrer vraiment les gens qui font le Ouais, sport. les gens de la vie associative au final. Exactement. Ceux qui Hmm. font le sport et ceux qui galèrent. Ouais, c'est ça. Et puis, ma candidature a été mise de côté parce qu'il y avait une irrégularité dans la liste que j'avais déposée. Je suis allée au bout, juridiquement parlant, Ouais. je suis allée au bout. Ça a été quand même mis de côté. Et puis, comme on n'était que 2 à se présenter, et bien, la personne qui était déjà président a été élue sans vraiment de vote, parce qu'il n'y avait pas besoin de voter en soi. Donc, a été élue comme ça. Hmm. Et je trouve ça dommage parce que j'avais quand même réussi à rassembler beaucoup de monde. Et c'est pour ça que je dis que c'est pas fini, parce que pour moi, j'ai senti que la nécessité était réelle et que en peu de temps, parce qu'il faut savoir que j'ai pris la décision de me présenter Comme ça. après les Jeux Olympiques. Ouais. Donc en un mois, j'ai pris ma décision et à septembre, parce que la première chose qu'il fallait, c'était faire un état des lieux, savoir si j'étais pas dans le faux. Donc j'ai pris ma voiture et je suis partie sur les routes, quoi. Donc voilà, ça m'a pris un mois pour me décider à peine. J'ai dit allez, c'est parti. Rien n'était vraiment préparé. Demain, je sais que je suis prête, ça sera vraiment différent. Mais j'ai mis les pieds dans le plat et je pense que ça a révélé beaucoup de choses. Ça a créé beaucoup d'incertitudes chez beaucoup de personnes qui se sentent tellement ancrées dans leur poste, dans leur rôle depuis des années, tu vois. Et aujourd'hui, on a besoin aussi d'entendre la voix des sportifs qui ont réussi, eux, en tant que sportifs. Si on a réussi en tant que sportif, c'est pas pour rien. C'est qu'on a quand même notre expertise et notre vision de ce sport et qu'on peut contribuer de la meilleure des façons, à mon sens, dans des postes comme ça et des rôles comme ça. Bien sûr. Et tu y contribues aussi via tes activités de promotrice. Tu organises des tournois de boxe, mais tu as parlé de la boxe professionnelle, structurer une équipe. Donc, tu as structuré 2 équipes pour mener de front ta carte de boxeuse et cette activité de promotrice. Est-ce que tu peux m'expliquer comment se passe cette organisation ? Il a fallu être entouré d'une bonne équipe, pareil, à nouveau, une énième équipe, mais qui complète finalement tout cet entourage qui est autour de moi. On n'est pas si nombreux que ça finalement, mais petit à petit, on bouche un peu les cases. Et je bosse avec une équipe sur ces événements-là, puisqu'il y a quand même des spécificités. Il y a de l'événementiel, c'est pas mon cœur de métier, l'événementiel. Moi, j'ai mon expertise dans la boxe et comment ça fonctionne.
Et j'ai décidé de me lancer en tant que promotrice parce que j'attendais trop après les promoteurs qui n'ont pas l'habitude d'être avec des athlètes qui doivent gérer ou qui mettent une priorité sur leur vie personnelle. Moi, c'est vraiment une priorité. Je suis maman. J'ai pas fait le choix d'être maman et de laisser mes enfants. Ça veut dire que je serai maman pleinement. Et le reste passera en second s'il faut. Mais allez, par période, peut-être un mois et demi avant les combats, je peux me mettre dans ma bulle. Mais tout au long de l'année, je suis maman. Et ça, c'est pas d'ordinaire dans le milieu de la boxe professionnelle. Et même souvent, celles qui ont des enfants, la carrière reste quand même une priorité. Et pour moi, c'était vraiment pas le cas. Donc, il fallait que je me plie à des calendriers, des propositions, etc. J'en avais pas l'envie parce que des fois, ça tombait pas au bon moment. C'était les vacances de mes enfants. Ça tombait juste pas au bon moment, tu vois. Et si je suis pas bien dans ma tête, je suis pas bien dans mon sport. Donc, j'ai décidé de me lancer en tant que promotrice. Ça me permet de toucher à quelque chose qui pourrait m'intéresser sur l'après-carrière. Donc, commencer à mettre un pied dans l'après-carrière. Et ça me permettait aussi d'organiser mes combats un peu comme je le voulais et avec mes exigences à moi. Ouais, avec plus de flexibilité au final. Exactement. Ouais. Tu as beaucoup parlé de ton rôle de mère. En 2018, tu as publié le livre Maman t'écrit, où en fait tu écris à ton fils, Ali, ce que sa mère a fait comme choix. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit que voilà, ça y est, tu étais mère et que tu ne remonterais plus jamais sur un ring? Je pense que je me suis jamais posé cette question. Et pourtant, quand je deviens maman, il n'est plus question que je boxe. Mais je me laisse toujours le bénéfice du doute. Ça veut dire que je me dis pas, je suis devenue maman, ça y est, c'est fini ma carrière. Comme aurait pu se dire ma fédération. Tu vois, j'ai plus de nouvelles de ma fédé. Pour eux, c'était fini ma carrière. Mais pour moi, je me suis toujours laissé le bénéfice du doute, à savoir, si j'ai envie de revenir, je reviendrai. Et pas, si j'ai envie de revenir, dommage, je suis tombée enceinte, je pourrais plus revenir. Non, si j'ai envie de revenir, je reviendrai. Et pour le coup, ça a été ça tout au long même de mes 2 grossesses. La première où j'ai eu envie de revenir après un an d'arrêt, après avoir pleinement profité de cette grossesse. Et la deuxième où je savais très bien que je n'allais pas arrêter. D'accord. Ça veut dire que je me suis entraînée. C'était la grossesse, j'avais tout fait. L'entraînement était compris dans la grossesse. Je me suis entraînée jusqu'à 7 mois parce que vraiment, ce n'était pas forcément prévu au départ que je tombe enceinte. Je suis tombée enceinte et il n'était pas question que j'arrête. Là, il n'y avait pas de question à se poser. Puis j'avais déjà eu cet exemple où j'avais rien fait pendant un an et j'étais quand même revenue. Donc je vois pas comment, en m'entraînant, en maintenant les entraînements au maximum de mon terme, de ma grossesse, ça ne pouvait pas marcher. Donc j'avais tout préparé pour que ça se passe bien. C'est vrai que je pense qu'entre le début de ton entrée en équipe de France et quand tu deviens deuxième fois maman, il y a eu beaucoup d'avancées, notamment technologiques en termes d'entraînement, de connaissance du corps de la femme, pour permettre justement de maximiser l'entraînement pendant la grossesse. Oui, complètement. Il y a des avancées, il y en a encore, il y en aura toujours. Et puis il y a de la maturité aussi que tu prends. Tu essayes aussi de voir différents spécialistes parce que tu vois, quand je tombe enceinte la première fois, mon gynéco il me dit bah non, tu peux pas t'entraîner en fait. Je dis ah ouais, je peux pas aller courir. Bah non, tu peux pas aller courir. bon bah je vais rien faire, je peux rien faire. Tu vois, alors que derrière, pour le deuxième, je suis partie voir plusieurs spécialistes parce que je me suis dit attends, c'est pas possible que je puisse rien faire. Là, de toute façon, j'ai pas le choix, je vais reprendre la boxe. Donc, je peux pas ne pas m'entraîner. Et là, tu vois, t'envoies un deuxième qui te dit, bah non, tu fais ce que tu veux, en fait. C'est pas parce que t'es enceinte que tu peux rien faire. Au contraire, t'as pas de problème, ta grossesse se passe très bien, donc il y a aucun souci. Donc, tu vois, c'est ça aussi, quand je dis maturité, c'est que tu t'arrêtes pas au premier avis. Tu vas chercher plusieurs avis, tu fais des comparaisons, de toi-même aussi, tu vois ce qui se fait de plus en plus. Et puis, quand en plus, c'est de plus en plus dans l'air du temps, tu vois, les femmes mènent leur vie de femme, deviennent mamans en cours de carrière. Ouais, de carrière, que ce soit sportive, professionnelle, dans des métiers dits plus classiques. Complètement. Donc, en plus d'avoir des exemples à côté, de ne pas être la seule, c'est rassurant. Donc, je pense que tout ça fait que ça sera... Je trouve qu'aujourd'hui, c'est déjà très normal d'avoir un enfant et de poursuivre sa carrière. Ouais, c'est vrai qu'en 10-15 ans, on a fait un bond fantastique. Complètement énorme, vraiment énorme. Et aujourd'hui, tu es maman de 2 garçons de 7 et 5 ans. Presque 5. Presque 5 ans. Cela dit, quand ça passera, je pense que ce sera 5. Mais en quoi le fait d'avoir été sportif de niveau influe peut-être l'éducation que tu as envers eux? Quelles sont les valeurs est-ce que tu transmets des valeurs au monde de la boxe et même au monde de tout court, mais
quand il s'agit de tes enfants, qu'est-ce que tu arrives à leur transmettre? J'essaie de tout bien faire. Ouais. J'essaie de ne pas leur mettre trop de pression, mais qu'ils soient quand même sportifs. Que... C'est d'ailleurs pour ça, tu sais, ils sont venus toute ma période olympique, là, sur mon retour en 2024. Ils ont participé à tout. D'accord. Ça veut dire qu'ils étaient aux épreuves qualificatives. Pourquoi ? Parce que je voulais qu'ils comprennent ce que je faisais. Et pourquoi maman allait de temps en temps pas pouvoir être là, etc. Je voulais vraiment qu'ils comprennent ça. Je trouve que c'est une chance de faire les Jeux Olympiques et que tes enfants soient là pour le voir. Voilà, ils étaient présents, ils comprenaient que parfois il y avait des entraînements qui étaient durs. En plus, ils ont vécu toutes les périodes de blessures. Et au final, ils étaient au combat que j'ai perdu. Ça a été le drame absolu. Ils ont pleuré comme pas possible. Mais il faut qu'ils prennent, voilà, il faut qu'ils soient conscients. Moi, le sport de haut niveau, ça m'a beaucoup apporté en maturité. Je trouve qu'on a une ouverture d'esprit incroyable. Quand on est sportif de haut niveau, on voyage dans énormément d'endroits. C'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, je me refuse rien. On voit que la vie peut basculer du jour au lendemain grâce à juste une victoire, tu vois. Et les efforts sont quand même très importants. C'est la base de tout, le travail, etc. Donc tout ça, je veux qu'ils s'en imprègnent. Et c'est plus comme ça que je leur transmets finalement ce que je fais. En essayant de mettre au maximum de côté le côté pression, parce que quand même d'avoir des parents, parce que c'est les deux champions olympiques, ça peut être une source de pression, mais je veux vraiment qu'ils vivent ça normalement, donc ça fait partie de leur quotidien. Ils ont vécu des grands moments, des moments un peu plus durs, des moments d'entraînement aussi, pour qu'ils comprennent ce que c'est les Jeux. Et je pense que quand ils sont venus sur les Jeux Olympiques, ils ont bien compris. D'ailleurs, encore plus, parce que du coup, j'ai perdu au premier tour, donc tu vois, tu as aussi ce truc-là de se dire rien n'est jamais acquis. Et parfois, les choses ne se passent pas comme prévu. Et ce n'est pas pour autant qu'il faut lâcher, qu'il faut désespérer. Voilà, il faut se donner quand même les moyens de réussir. Et si ce n'est pas ton moment, ce n'est pas ton moment. Et peut-être que le prochain moment sera le tien. C'est comme ça que j'essaye de construire leur quotidien. C'est comme ça que j'essaye de les éduquer aussi, pour qu'ils aient conscience que le travail est important, que la rigueur, la discipline est importante. Sont des notions importantes. Et à côté de ça, qu'il faut aussi se faire plaisir dans la vie, parce que on ne réussit pas toujours tous les objectifs. Et on est des êtres humains avant tout. On est des êtres humains avant tout. La pression, c'est bien, mais par moment, pas tout le temps. Je dis ça parce que moi, mon premier, perdre, c'était inenvisageable pour lui au début. Il est né, il avait 2 parents champions olympiques, les premiers combats pro, pas de défaite. Il ne comprenait pas ce que c'était perdre. C'était pas normal. Donc, il a fallu lui expliquer, lui faire comprendre que si ça fait partie finalement de l'acheminement d'un sportif, et ça fait partie des victoires, tout simplement. Et dernière question, quel sport pour tes 2 enfants? Basket pour Ali, j'ai un projet NBA là. Et le projet Mbappé, maintenant projet Wembanyama. Le deuxième, il est du foot. Bon, après, comme peut-être 80% des enfants à cet âge-là qui ont envie de faire du foot, pour l'instant, il fait du foot. Mais pareil, j'essaie de pas du tout les ramener à la boxe. Je ne veux absolument pas qu'ils fassent de la boxe pour l'instant, parce que je trouve que c'est un sport, on a la chance dans ce sport-là, c'est que tu n'es pas obligé de commencer très jeune pour performer. Et pour moi, c'est une chance. Et j'essaye, en attendant, de les ouvrir au maximum leur esprit et qu'ils testent d'autres disciplines, parce que parfois, quand tu es dans une discipline, etc., tu te dis, il n'y a que ça que je peux faire. Non, tu peux faire plein de choses. J'ai vraiment envie que ce soit comme moi, j'ai vécu le sport, qui vivent la même chose, c'est-à-dire qui découvrent. Il y a des sports qu'ils vont aimer, il y en a qui ne vont pas aimer, qui vont mettre de côté, etc. Et à un moment donné, il y a un sport auquel ils vont s'accrocher. Si c'est la boxe, c'est la boxe. Hein. C'est mon grand regret. C'est tellement dur la boxe. Mais voilà, quoi qu'il arrive, je les accompagnerai dans ce qu'ils voudront faire. Et pour l'instant, ils sont petits, donc on découvre. Merci beaucoup, Estelle. Merci à toi, Enzo. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avec grand plaisir. On était avec Estelle Mosley dans cet épisode du Rebond. Tous les autres épisodes sont disponibles en audio sur les plateformes de streaming et en vidéo sur Spotify et YouTube. À bientôt.